Je remercie tous nos participants d'être venus pour une première, c'est-à-dire une conférence sur l'OTAN. Je crois qu'à Bruxelles, cette conférence s'imposait, surtout que les événements nous ont donné raison. Et je suis très heureux donc de vous recevoir au nom de la délégation FNRBM au Parlement européen dans le cadre de notre cycle de conférences. Je tiens à remercier les diplomates de la Republika Srpska et de la Russie présents aussi parmi nous, les élus. Un certain nombre d'élus français sont également présents. Je remercie bien évidemment tous les Français qui viennent des 5 continents. Vous allez assister à une conférence, à mon avis, qui sera très intéressante et qui a pour but justement de bousculer un peu l'établissement du politiquement correct de l'Union européenne. Cette conférence, pour défendre nos intérêts vitaux, sortons de l'OTAN, a été choisie pour mettre en perspective ce que doivent être nos intérêts vitaux, notre appartenance identitaire par rapport à l'Alliance Atlantique. Il y a 50 ans, la France, à l'initiative du général de Gaulle, décidait de quitter l'Organisation intégrée de l'Atlantique, restant fidèle néanmoins à ses engagements d'alliés initiaux, mais refusant toute dissolution en termes de décision dans une organisation intégrée sous commandement américain. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les présidents français successifs, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, ont tous fait des pas dans la mauvaise direction. Alors que depuis un quart de siècle, le monde se révèle multipolaire, les dirigeants français successifs ont au contraire accéléré le retour de la France dans l'OTAN. L'OTAN qui, sous des prétextes fallacieux, sert aujourd'hui une politique américaine dans un certain nombre de déstabilisations, de désordres sanglants, d'injustices, comme en Irak, en Syrie, en Libye, en Ukraine et dans les Balkans. Alors, pour parler de tout ça, je crois qu'on a choisi vraiment les grands spécialistes de ces questions. Et je suis très heureux vraiment qu'ils aient accepté notre invitation, parce que c'est un grand moment, je pense, de solidarité de nos nations européennes et surtout pour justement montrer qu'il y a une autre voie à celle qui nous est présentée aujourd'hui. D'abord, à ma droite, Slobodan Despot. Slobodan Despot, c'est un grand ami de la France. C'est un écrivain, éditeur aux éditions Xenia, ancien directeur d'édition à l'âge d'homme. Il est directeur d'un journal sur Internet qui s'appelle Antipresse, un journal gratuit. Je vous conseille de vous y abonner parce qu'on y trouve plein de bonnes choses que vous n'avez pas l'habitude de voir par ailleurs. Il est également romancier, c'est un petit peu nouveau, mais je pense que c'est très intéressant justement parce qu'à travers le roman, on peut aussi faire passer beaucoup de choses. Voilà, Slobodan, c'est un petit peu l'âme de l'identité européenne et merci encore Slobodan d'être parmi nous, ça nous fait très plaisir. Ensuite, à ma gauche, le colonel Jacques Hogar. Alors le colonel Jacques Hogar, c'est aussi pour nous un événement pour notre cycle de conférences et puis on est très heureux de sa participation parce que c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien l'OTAN puisqu'il y a été officier, donc ancien officier parachutiste à la Légion étrangère. Il a commandé le groupement interarmé des forces spéciales en Macédoine puis au Kosovo en 1999 lors de la guerre du Kosovo. Et sa décision de porter secours aux communautés monastiques en danger et de protéger les monastères orthodoxes du Kosovo, notamment celui de Devic, victime en juin 1999 des pires exactions par les rebelles albanais de l'UÇK, lui vaudra la remise de la plus haute distinction de l'Église serbe orthodoxe, l'ordre de Saint-Sava. Et il a dénoncé ça justement dans son livre « L'Europe est morte à Pristina » en 2014, un livre qu'il faut absolument lire, relire, avoir sur sa table de chevet. Et donc, le colonel Hogar est bien placé justement pour pouvoir nous évoquer le sort justement des Balkans. Il a dénoncé la politique occidentale, en particulier française, qui aura pour conséquence de faire de l'UÇK, une organisation mafieuse, islamiste, terroriste, responsable de l'épuration ethnique, responsable de l'épuration spirituelle et identitaire des Serbes. Et donc le colonel Hogar a ensuite quitté l'armée et il dirige aujourd'hui l'EPE, voilà, une entreprise spécialisée en intelligence stratégique et diplomatie d'entreprise. Bienvenue, colonel Hogar. Ensuite, un grand ami de notre famille, John Logland. John Logland a déjà participé en début d'année à une conférence à la représentation parisienne du Parlement européen,
Donc c'est aussi peut-être le plus français des Anglais, hein, dirons-nous. C'est un combattant efficace, justement, parce qu'il a su, à de multiples reprises, dénoncer le politiquement correct. Donc John est docteur en philosophie de l'Université d'Oxford et il est directeur à l'Institut de la démocratie et de la coopération. Et vous verrez, John n'est pas le cheval de Troie des intérêts de Washington, bien au contraire. Il évoque l'esprit aussi de nation, cher à nos amis britanniques, qui vraiment nous ont fait vraiment la grande joie de voter pour la sortie de l'Union européenne. Et il comprend bien évidemment ce que c'est que de protéger les intérêts vitaux. John s'est bien engagé aussi pour le Brexit. Et voilà, vraiment, ça fait plaisir de voir que l'esprit européen est rassemblé ici. Ensuite, le secrétaire général du Front National, donc un homme politique engagé, qui est président du groupe Front National en région Normandie, et qui est donc député français au Parlement européen, membre de la Commission des Affaires étrangères. Donc Nicolas Bay évoquera la perspective pour la France de nouer de nouvelles alliances à partir d'une sortie de l'OTAN plus juste à nos intérêts vitaux. Merci Nicolas, je sais que tu as un agenda très très chargé puisque tu as été nommé notamment le coordinateur des élections législatives de 2017 et que tu n'arrêtes pas justement d'être sur les routes et nous te remercions de ta présence. Voilà, tout est dit mes amis, nous commençons. Je donne tout de suite la parole au colonel Hogarth. Merci beaucoup et merci de cette présentation très complète. Pas trop flatteuse d'ailleurs, parce que je ne sais pas si c'est bien moi dont il s'agissait. Ce que je voudrais vous dire en quelques minutes sur l'OTAN, d'abord je ne suis pas un spécialiste de l'OTAN comme j'ai été présenté au point qui a été fait tout à l'heure, mais j'ai vécu l'OTAN et j'ai mal vécu l'OTAN. Effectivement, en 1999, c'était la première fois que je servais sous drapeau otanien au Kosovo, en Macédoine d'abord et au Kosovo ensuite, dans cette opération de désintégration de la Yougoslavie qui avait commencé moins d'une dizaine d'années plus tôt et qui, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, et qui visait, à mon avis, à déstabiliser durablement cette région de l'Europe, parce qu'il s'agit de l'Europe balkanique, mais de l'Europe, avec les effets qui sont ceux que l'on connaît aujourd'hui. C'était une première majeure, puisque nous étions après l'effondrement du monde soviétique et que l'OTAN n'avait été créée en 1949 que pour faire face à la menace communiste soviétique de l'époque, laquelle ne s'est érigée en pacte de Varsovie, je le rappelle, c'est important, qu'en 1955, pour répondre en quelque sorte à l'adhésion de l'Allemagne à l'OTAN. Il faut rappeler ces choses-là parce que c'est très important pour comprendre la suite. La France a donc fait partie des 12 pays fondateurs de l'OTAN en 1949, dans un contexte où on pouvait parfaitement comprendre et admettre l'OTAN. Moi, je suis issu d'une famille d'officiers français. Je me souviens parfaitement, enfant, au moment de la guerre d'Algérie et les années qui ont suivi, l'installation du quartier général, pas du quartier général, du siège de l'OTAN dans ce qui est aujourd'hui l'université Paris-Dauphine, le quartier général étant à Fontainebleau, à Rocancourt, puis Fontainebleau. Je me souviens parfaitement de tout ça. Et je n'avais pas au départ, évidemment, de sentiment anti-otanien. Je le dis parce que mon sentiment anti-otanien est vraiment venu de cette opération de désintégration, de déstabilisation puis de désintégration de la Yougoslavie dans les années 90 jusqu'aux années 2000. On a vu après, dans les années qui ont suivi, l'action de l'OTAN à l'international, amenant nos armées, en particulier l'armée de l'air en Libye, il y a quelques années, à déstabiliser des États, et déstabiliser non seulement des États, mais des régions. La déstabilisation de la Libye, on en connaît les effets aujourd'hui, il n'y a pas besoin de revenir dessus, mais on oublie aussi de parler de toute la déstabilisation régionale qui s'en est ensuivie. Je pense en particulier à des pays comme le Mali, le Niger, jusqu'à la Mauritanie, hein, aujourd'hui, qui est dans l'œil du cyclone, même si personne n'en parle, le Tchad, bien sûr, le Nigeria, et cette onde de choc a traversé toute l'Afrique. Donc voilà où nous a conduit, par exemple, l'intervention alliée en Libye en 2011.
Il y a eu bien sûr d'autres tentatives, en particulier la Syrie, qui a échoué grâce à la clairvoyance du président Poutine, secondé par le pape, ce qui est assez intéressant à relever, il y a quelques années, faisant échec à la volonté du président Hollande d'aller systématiquement taper sur Bachar, mais poussé en cela, évidemment, bien sûr, par les États-Unis d'Amérique, qui sont derrière. Ce qu'il faut bien souligner dans cette affaire d'OTAN, c'est donc l'étroite dépendance pour les militaires que nous sommes, ou que nous étions, de la politique étrangère suivie par notre pays. Notre politique étrangère est une politique suiviste qui, depuis pratiquement la disparition du général de Gaulle et de Georges Pompidou, a consisté à s'aligner systématiquement sur la position américaine et donc évidemment sur les outils de puissance de suprématie de l'impérium américain que sont l'OTAN et l'Union européenne, car je pense qu'il faut évidemment faire le lien entre les deux. Rapidement, quelques dates pour refixer les choses vis-à-vis de la position française, qui est une position à part dans l'OTAN, liée évidemment aux aspects fondateurs de 1966, quand le général de Gaulle a décidé que la France se retirerait de la structure militaire intégrée, tout en restant membre de l'Alliance. Il y avait à l'époque quand même 100 000 militaires américains sur le sol français, répartis en une trentaine de bases importantes. On a quitté la structure militaire intégrée en 1966. On l'a réintégrée en 2009 sous le président Sarkozy. Retour en arrière qui trahit, comme on l'a dit en introduction tout à l'heure, un véritable souci de sujétion à la puissance américaine. La France, en 1996, avait déjà réintégré, alors que le pacte de Varsovie avait été dissous en 1991, il faut le rappeler aussi. En 1996, la France avait réintégré le comité militaire, mais pas la structure militaire intégrée, en même temps que se poursuivaient des élargissements à l'Est, dont je crois que nous reparlerons tout à l'heure, et que l'OTAN devient en quelque sorte une agence de sécurité globale pilotée par les États-Unis d'Amérique, s'appuyant sur l'Union européenne, qui est sa courroie de transmission. En 2016, récemment, moi j'étais à Varsovie le 7, 8, 9 juillet, au moment où le sommet de l'OTAN s'est tenu. Sommet dont j'ai amené les conclusions, si on a des questions après à évoquer sur les conclusions de ce sommet, très agressive, en particulier vis-à-vis de la Russie, très agressive, je dirais même fauteur de guerre à l'égard de la Russie. C'est terminé par l'entrée du Monténégro, qui est l'élément nouveau de 2016, qui pour moi me semble à la fois une aberration et une insulte à l'histoire, mais bien sûr aussi la présence de l'Ukraine comme invité à ce sommet de l'OTAN, alors que l'Ukraine ne fait pas partie de l'organisation. Et puis bien sûr des annonces qui ont été faites, comme l'objectif étant d'intégrer par exemple l'ex-république yougoslave de Macédoine, qui est le prochain objectif après le Monténégro. Donc on voit bien, en même temps, sur fond de tension générale, le déploiement d'un dispositif antimissile en Roumanie au mois de mai de cette année, 2016. On voit le renforcement des manœuvres militaires considérables en Pologne juste avant le sommet de Varsovie, déployant des milliers de soldats et de véhicules blindés, d'hélicoptères et d'avions. J'en ai vu une partie moi-même à Varsovie en juillet. Et tout ça aux frontières de la Russie. Alors, comme le dit le président Poutine, c'est pas nous qui allons devant de l'OTAN, c'est l'OTAN qui vient à nous. Je pense que cette attitude est extrêmement, à mon avis, irresponsable. D'ailleurs, elle a été dénoncée par des partis européens. Je pense au SPD allemand, qui a eu sur ce sujet des positions extrêmement claires au mois de mai, au mois de juin. C'est quand même intéressant à noter. Nous ne sommes pas seuls à craindre l'OTAN fauteur de guerre, je dirais. Sur les développements récents de cette poussée à l'Est, je dirais, bien sûr, ils se font au détriment des intérêts européens et au détriment des intérêts français. On voit bien d'ailleurs la contribution, j'ai amené ici les chiffres de la contribution française en 2016 au budget de l'OTAN. Il s'élève à 189 millions d'euros.
188,19 très exactement, ce qui représente 9,6% du budget total de l'OTAN. Évidemment, c'est au détriment de nos capacités propres, puisque ce sont investis dans des budgets qui ne sont pas les nôtres, qui sont les budgets de l'organisation. Le vrai problème de fond dans tout ça, évidemment, c'est celui de la souveraineté nationale. J'observe qu'il y a un certain nombre d'officiers généraux qui viennent de prendre la parole de manière très claire, d'horizons différents. Je pense à l'amiral Debray, qui a été par exemple le président de l'Institut Charles de Gaulle dans les années fondatrices de cette institution, qui a prononcé des paroles extrêmement claires sur la position de la France dans l'OTAN. Je vais vous en citer un ou deux passages parce que c'est à mon avis très révélateur. L'amiral Debray pense que la position actuelle de la France, conduite par M. Hollande en particulier, peut nous amener demain à voir arriver de nouvelles bases américaines en France, de nouveaux déploiements otaniens en France. Et il explique, depuis les origines de la construction européenne, les États-Unis ont tout fait pour faire de l'Europe un fournisseur de supplétifs pour que les États-Unis fassent sa politique de défense et que les pays européens fournissent les moyens de cette politique de défense, en quelque sorte les contingents de tirailleurs, je cite, qui iraient à la boucherie s'il le faut. Et il est donc tout à fait possible, poursuit-il, que la France accueille bientôt de nouveau des bases de l'OTAN sur son territoire. C'est possible depuis que notre président, Hollande, a commencé à engager des conversations avec l'OTAN pour qu'on revienne sur ce qui avait été fait du temps du général de Gaulle. Se laisser occuper par des forces armées étrangères en temps de paix n'est pas excusable. C'est un travail qui avait commencé avec Jacques Chirac, qui a été poursuivi sous Nicolas Sarkozy et qui est en train d'être achevé par Hollande. Une fois de plus, poursuit-il, les élites se moquent de l'intérêt supérieur de la patrie et du vote de leurs citoyens. Le peuple, on ne lui demande pas son avis, on l'amène à des solutions toutes faites et toutes prêtes. Alors, l'amiral Debray poursuit. Aujourd'hui, la vraie menace, eh bien, ce n'est pas les divisions blindées d'Hitler, ni encore moins les divisions blindées de M. Poutine, mais la volonté d'hégémonie des États-Unis. Lorsque vous voyez que l'Union européenne, qui était une union économique et qui est aujourd'hui une union sans adjectif qualificatif, condamne la France parce qu'il n'y a pas de syndicat dans l'armée française, on peut se demander qui commande quoi en France. Autant vous dire, je passe rapidement, que je souscris totalement à ce que l'amiral Debray a fort courageusement déclaré. Il n'est pas le seul. Dans un autre genre, le général Pinatel a récemment eu des déclarations très claires sur en particulier la politique outrancière, la politique guerrière, la politique capable de nous déclencher une troisième guerre mondiale, en quelque sorte, vis-à-vis de la Russie, de l'OTAN. D'autres officiers généraux, l'amiral de Chevigné par exemple, s'en sont fait l'écho. Donc voilà, je pense que d'un point de vue militaire, moi j'ai vécu en Yougoslavie cette volonté hégémonique américaine de détruire un pays qui était la Yougoslavie, de détruire ensuite le cœur de ce pays qui était la Serbie, en le démantelant morceau par morceau. Ça a été fait avec le Kosovo. On a assisté à cette aberration absolue qui est la création d'un État grand comme un ou deux départements français en pleine Europe, État islamisé, wahhabisé, je dirais, on pourra en reparler, qui est d'ailleurs aujourd'hui un des premiers contingents de l'organisation islamique en proportion de par les contingents qu'elle envoie en Syrie et en Irak. On voit cet État mafieux sous perfusion de l'Union européenne. Sans Union européenne, il n'y a pas de Kosovo aujourd'hui, il n'y a pas de république, entre guillemets, du Kosovo. C'est pour moi le résultat de la politique de l'OTAN, de la volonté de l'impérium américain. Je trouve ça particulièrement insupportable sur le sol européen et a fortiori quand il s'agit des intérêts français. Voilà ce que je pouvais dire en quelques minutes avant de céder la parole à mon successeur. Merci mon colonel, c'est très clair. Merci de... Alors, à l'issue des interventions, vous pourrez bien évidemment poser des questions. N'hésitez pas, je crois que nos invités sont là pour répondre à un certain nombre de points. Le colonel Hogar a soulevé un certain nombre de sujets très intéressants. C'est
le couple entre la demande d'adhésion à l'Union européenne, par exemple pour les pays des Balkans, et automatiquement l'intégration dans l'OTAN. Voilà. Donc ça, on pourra, à mon avis, développer. Voilà, merci mon colonel, c'était fort intéressant. Vous nous avez éclairé justement sur cette perspective de la France et l'état un petit peu de nos troupes. Et pour continuer justement sur ce sujet, je donne la parole à Nicolas Bay. Bien, chers amis, après l'intervention du colonel Logard et sans doute dans la perspective des autres interventions qui auront lieu après, il y a certainement beaucoup de raisons de considérer que la France, aujourd'hui, elle doit sortir de l'OTAN pour retrouver une véritable liberté en matière de défense et pour retrouver une véritable liberté dans ses orientations géopolitiques. Et pourtant, une simple discussion avec des officiers supérieurs ou généraux de nos différents corps d'armée montre immédiatement que beaucoup d'entre eux, aussi patriotes soient-ils souvent, sont réticents à cette idée d'une sortie, et a fortiori d'une sortie brutale de l'OTAN. Ils vous diront qu'on peut éventuellement revenir à la situation antérieure à 2009, dont parlait le colonel Logard, c'est-à-dire avant le retour dans le commandement intégré. Mais ils vous diront aussi que c'est cette réintégration qui nous assure un certain nombre d'avantages de position, le commandement de la transformation, un commandement de niveau stratégique qui se situe à Norfolk, en Angleterre, ainsi que le commandement régional de Lisbonne. Parmi les arguments en faveur du maintien dans l'OTAN figure en bonne place celui de décennies de coopération technique étroite qu'il serait difficile de rayer d'un simple trait de plume, sauf à désorganiser en profondeur notre outil de défense. Les coopérations dans le cadre de l'OTAN ont été éprouvées. À tous les échelons de la hiérarchie militaire, on a pris l'habitude de travailler selon les normes et les procédures de l'OTAN. En outre, les officiers français sont désormais présents en nombre dans les chaînes de commandement. Ils peuvent donc influencer ou avoir le sentiment d'influencer le processus décisionnel avant même que la question à trancher ne parvienne au niveau du Conseil de l'Atlantique Nord, l'instance qui est politico-décisionnelle de l'OTAN. À propos de décision, rappelons que toute intervention se décide à l'unanimité. Autrement dit, nous avons un droit de veto. Il apparaît peut-être comme très théorique, mais on peut aussi considérer que peut-être la France n'utilise pas pleinement ce pouvoir-là, ce droit de veto. Sans doute qu'indépendamment de la question de l'outil lui-même, de l'OTAN, se pose évidemment la question de la volonté politique qui serait derrière. L'OTAN nous apporte également un partage des savoir-faire, des échanges de bonnes pratiques, comme on dit communément, de même qu'elle nous permet d'effectuer des manœuvres de grande envergure qui renforcent l'interopérabilité de nos armées dans la perspective d'opérations conjointes. D'ailleurs, les coupes budgétaires drastiques opérées aussi bien par la gauche que par la droite sur le budget de la défense ont, il faut bien le dire, fortement fragilisé nos forces armées. On pense évidemment aux 54 000 postes supprimés par Nicolas Sarkozy au cours du quinquennat précédent et évidemment pas constitués par son successeur qui a poursuivi dans cet effondrement des effectifs militaires. Ceux qui nous gouvernent depuis plusieurs décennies ont renoncé à l'ambition d'une armée française capable de mener des opérations extérieures d'envergure de manière autonome. C'est ainsi par exemple que si on peut se réjouir d'être la seule nation européenne et parmi les rares pays dans le monde à disposer d'un véritable porte-avions à propulsion nucléaire de surcroît, nous savons cependant que pour assurer ce que les marins appellent la permanence à la mer, c'est-à-dire la capacité permanente de projection d'un groupe aéronaval, il serait nécessaire par exemple de disposer de 2 porte-avions, comme la France en était d'ailleurs dotée il y a encore 20 ans. Cela dit, l'armée française reste, il faut aussi le souligner, la seconde armée de l'OTAN et on peut même considérer que le Brexit a renforcé, enfin renforcera lorsqu'il sera effectif, la position de la France au sein de l'Alliance puisqu'elle est désormais et de loin la première armée au sein de l'Union européenne. Hélas, pour l'essentiel, les avantages que l'on peut tirer de l'OTAN s'arrêtent là. Et je ne suis pas venu aujourd'hui, vous l'avez compris, pour vous faire la démonstration qu'il faudrait se maintenir dans l'OTAN. En Europe, depuis la fin de la guerre froide, car elle est bien censée être terminée, il faut quand même se le rappeler, on a considérablement comprimé les budgets consacrés à la défense au profit d'une délégation accrue de compétences aux États-Unis, qui semble plus que jamais d'ailleurs vouloir régner sans partage sur le monde. Et les récentes déclarations d'Hillary Clinton en sont l'une des nombreuses démonstrations. Puisque je parle de compression des budgets, parlons un peu de notre industrie de défense.
Nos alliés de l'OTAN nous ont-ils aidés à la soutenir? Non, bien au contraire. C'est aussi l'OTAN, s'il s'agissait d'une alliance sincère, réelle et conforme à des intérêts communs, eh bien, ça devrait aboutir normalement à des coopérations étroites, aussi s'agissant des industries de défense. Non seulement ce sont des pays hors OTAN avec qui nous passons nos principaux contrats de vente, on a tout de même fini par vendre nos Rafales à l'Égypte, au Qatar et à l'Inde, aucun à des pays de l'OTAN. Mais en plus, nous achetons désormais à l'étranger des armes que nous pourrions produire nous-mêmes. Le dernier exemple étant le FAMAS, le remplacement du FAMAS, notre fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, qui faisait depuis 30 ans la fierté de nos soldats et que nous vendions essentiellement d'ailleurs à des pays hors OTAN comme les Émirats arabes unis et la Corée du Sud. Eh bien, voilà qu'il va être remplacé par des fusils d'assaut de fabrication allemande. Pire, c'est sous la pression de nos alliés de l'OTAN que nous avons finalement refusé de livrer à la Russie les frégates Mistral, les bâtiments de projection, un contrat qui était pourtant dûment signé et que nous n'avons donc finalement pas honoré. Et là, c'est extrêmement grave puisque le gouvernement et le président de la République, François Hollande, ont déshonoré la signature de la France. Tout ça pour se conformer à des exigences immédiates des États-Unis. Chers amis, avec l'évocation de cette affaire, nous en revenons finalement au véritable problème que pose l'OTAN. C'est celui de son orientation. Au départ, lorsqu'a été instituée l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, il s'agissait d'assurer une défense collective contre la menace de propagation d'une internationale communiste, dictatoriale et encore très conquérante. Mais avec la chute de l'Union soviétique, finalement, l'OTAN a totalement perdu sa raison d'être. Il y avait alors la possibilité de transformer l'OTAN en sorte de bras armé de l'ONU. Hélas, les États-Unis ont souhaité conserver cet instrument bien commode qui s'était déjà approprié et qui leur permet d'assurer et qui leur permettait d'assurer leur hégémonie. Je ne reviendrai pas sur la trahison d'ailleurs de la promesse faite à Gorbatchev par Bush père de ne pas étendre l'OTAN jusqu'aux frontières russes, ni sur l'historique des relations avec la Russie ces 20 dernières années. Mais pourquoi les Américains ont-ils alors choisi de renforcer l'OTAN au lieu de l'alléger ou de la dissoudre, comme fut d'ailleurs dissoute l'alliance du pacte de Varsovie, pour éviter à tout prix l'émergence d'une organisation européenne distincte, pour maintenir les Européens de l'Ouest sous leur tutelle, tandis que les Européens de l'Est venaient de se libérer du joug soviétique. Aujourd'hui, maintenant que la Russie est redevenue une grande puissance capable de contredire les États-Unis et de contrecarrer ses plans, et on l'a vu de façon assez spectaculaire ces derniers mois, notamment dans les interventions russes en Syrie, les Américains font tout pour empêcher un rapprochement des Européens et de la Russie. Ainsi, via l'OTAN, ils ont décidé de revenir au bon vieux temps de la guerre froide. Nos amis américains peuvent compter sur les rancunes historiques tenaces des peuples qui ont vécu sous le joug communiste, en particulier les Baltes et les Polonais. Et c'est une véritable fuite en avant. On avait le dernier, depuis Bratislava, lors de la conférence annuelle de l'organisation GlobSec, la ministre des Affaires étrangères polonais a pu ainsi déclarer que, contrairement au terrorisme islamique, la Russie faisait peser, ouvrez les guillemets, une menace existentielle sur l'Europe. Au mois de juin, l'OTAN organisait en Pologne et dans les pays baltes, à la frontière russe, une manœuvre portant le nom fort peu sympathique d'Anaconda, vous savez, cet animal à sang-froid qui étouffe ses proies. Puis en juillet, c'est à Varsovie que s'est tenu le sommet de l'OTAN. Détail révélateur, dans le communiqué final, Daesh n'est mentionné que 12 fois, la Russie, elle, est mentionnée 58 fois. Et je crois que ça révèle très profondément à la fois les orientations de l'OTAN et l'usage qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, les États-Unis veulent faire de l'OTAN. En tant qu'élus au Parlement européen, mes collègues français, mais pas seulement français, puisque nous avons désormais un groupe composé de 9 nationalités et que nous partageons aussi un certain nombre de vues avec des députés siégeant dans d'autres groupes, nous pouvons constater qu'aujourd'hui, les institutions européennes, d'une façon générale, sont prises d'une véritable hystérie anti-russe, voilà, qui se manifeste en tout domaine et tous azimuts. Nombreux sont ceux qui se font ainsi l'écho des pires mensonges de la propagande anti-russe directement made in USA. Aujourd'hui, en boitant le pas d'Hillary Clinton, certains n'hésitent pas à comparer Poutine à Hitler. Autrement dit, on assiste bel et bien à une nouvelle guerre froide, mais en sens inverse. Défensive au départ, l'OTAN est passée à l'offensive. C'est que dans la tête des atlantistes, le mur de l'Ouest n'est pas tombé, pour reprendre le titre du dernier livre d'Hervé Juvin. Pour revenir à l'OTAN, rappelons que sa première intervention armée
a bien eu lieu sur notre continent, mais après la chute du rideau de fer, en l'occurrence contre la Serbie, qui est pourtant un vieil allié de la France et surtout de la Russie. L'OTAN est ainsi allé sauver les gentils musulmans, bosniaques d'abord, albanais ensuite, persécutés par les méchants orthodoxes serbes. Et c'est ainsi qu'est né l'État fantoche du Kosovo, avec lequel l'Union européenne s'apprête à signer un accord dit de libéralisation des visas. Et l'Union européenne, vous le savez, conditionne aujourd'hui, sans le formuler de façon aussi explicite, l'adhésion de la Serbie à la reconnaissance par elle de l'indépendance du Kosovo. Partout, divisant pour mieux régner, y compris en Europe, les États-Unis ont joué avec le feu et en tandem avec leur allié saoudien se sont servis du fondamentalisme islamique pour leurs intérêts court-termistes. Puisque nous avons parmi nous Slobodan Despot, fondateur et directeur des éditions Xenia, je vous invite d'ailleurs à lire ce petit livre que j'ai ici, « Comment le djihad est arrivé en Europe ». Écrit par un Allemand, il revient à notre ami serbo-suisse ou suisse-serbe de l'avoir fait traduire et éditer en français. Un livre qui montre comment l'islamisme radical a été réveillé et alimenté par les États-Unis, de l'Afghanistan aux Balkans, en Bosnie plus particulièrement. Une thèse remarquablement étayée dans cet ouvrage et accréditée par Jean-Pierre Chevènement, qui en a signé la préface. Chevènement, quoi qu'on en pense, et les occasions ne manquent pas d'en penser aussi du mal, reste que c'est quand même ce ministre de la Défense qui préféra démissionner plutôt que de cautionner la première guerre du Golfe. Première et seconde guerre du Golfe, voilà encore deux guerres américaines qui furent justifiées par une propagande parfaitement mensongère et qui ont fini par accoucher du monstrueux État islamique. Chers amis, voilà donc où nous mène la stratégie des Américains au chaos. Et c'est bien cette même stratégie qui a conduit Nicolas Sarkozy en Libye avec l'appui de l'OTAN. Le colonel Hogar vous a abondamment parlé de la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN par Sarkozy l'Américain. Je n'y reviendrai pas. Toujours est-il que la chute de Kadhafi, provoquée par Sarkozy au nom d'intérêts peut-être inavouables, est en partie responsable du chaos migratoire que connaît aujourd'hui notre vieux continent, un chaos migratoire qui vire d'ailleurs au chaos terroriste. Et c'est dans ce contexte chaotique que la Commission de Bruxelles poursuit la négociation, vous le savez, du PTCI, le Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, qui est plus connu sous son sigle anglais, TTIP ou TAFTA. Ce projet, c'est une sorte d'OTAN économique, la consécration de l'extraterritorialité du droit américain et de ses multinationales. Le fait est que la concurrence prétendument libre et non faussée que promet sans cesse la Commission de Bruxelles sert avant tout l'intérêt des multinationales américaines. Rappelons-nous cette phrase. Oui, ils sont très durs, les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Ces propos virulents, ils ne sont pas de moi bien sûr, ils ne sont pas non plus d'un dirigeant du Front National ou d'un allié patriote européen, c'est François Mitterrand qui les a confiés à Georges-Marc Benamou avant de mourir dans le dernier Mitterrand. Sans doute faut-il nuancer ces propos, mais le fait est que bien que l'OTAN fasse de nous des alliés, les États-Unis semblent prêts à tout pour défendre leurs intérêts. Entendons-nous bien, je n'ai pas d'animosité particulière envers les États-Unis en tant que tels. Comme beaucoup de Français, moi j'ai voyagé plusieurs fois aux États-Unis, j'en ai apprécié à la fois les paysages magnifiques et puis une forme de fierté, de patriotisme qu'on leur envierait d'ailleurs parfois volontiers. Et ce que je dis des États-Unis vaut aussi d'ailleurs pour la Russie. Il ne s'agit pas de s'affranchir de la tutelle de Washington pour se placer demain sous celle de Moscou, de passer d'une dépendance américaine à une dépendance russe. D'ailleurs, il faudra aussi pouvoir faire entendre raison à nos amis russes, par exemple, s'ils s'aventuraient à porter une réponse un peu trop brutale aux provocations répétées de leurs voisins baltes. Ce que nous voulons finalement, c'est retrouver enfin notre indépendance. Les Américains défendent leurs intérêts, les Russes défendent leurs intérêts. Eh bien, à nous, Français, aux nations européennes, de défendre à leur tour leurs intérêts. Voilà pourquoi, chers amis, si Marine Le Pen est élue à la tête de notre pays, et si je l'espère au mois de mai prochain, eh bien, de même qu'il faudra renégocier les traités européens, de même, il nous faudra aussi entrer en négociation avec nos partenaires de l'OTAN. Le respect, ça ne se décrète pas, ça se gagne et ça se mérite. Et ce qui est vrai entre individus, c'est aussi vrai, évidemment, entre les nations.
Il faudra faire comprendre aux Américains qu'ils ne peuvent plus continuer à traiter leurs alliés comme des vassaux. Et c'est là l'enjeu fondamental, je crois, du sujet. Il faudra commencer par arrêter de courber systématiquement les chines, comme l'ont fait nos dirigeants quand, par exemple, a éclaté le scandale des écoutes de la NSA. Si nous n'arrivons pas à réformer ou refonder l'OTAN, à signer un nouveau traité, à en changer le nom pour acter un changement de stratégie et de comportement, alors oui, il faudra sortir de l'OTAN. Ce serait d'ailleurs là un symbole fort, audible dans le monde entier. La France, pays cofondateur de l'OTAN, peut et doit redevenir une des voix des non-alignés dans un monde désormais multipolaire. Il nous faudra dénoncer le traité de l'Atlantique Nord, non pas le désigner comme coupable, mais annoncer, notifier notre intention d'en sortir ou d'y mettre fin collectivement si possible, comme les Américains d'ailleurs mirent fin à l'OTAS, l'organisation du traité de l'Asie du Sud-Est en 1977. Des Américains qui, rappelons-le, n'hésitèrent pas à dénoncer en 2002 unilatéralement le traité ABM sur la limitation des armes stratégiques. Enfin, n'insultons pas l'avenir pour autant, il n'y a pas de fatalité et les États-Unis eux-mêmes peuvent aussi changer de stratégie. Le candidat républicain Donald Trump, qui a indéniablement le vent en poupe et qui fait d'ailleurs tant frémir les tenants du système, à la fois aux États-Unis mais également, on le voit tous les jours, en Europe, n'a-t-il pas lui-même déclaré que l'OTAN était devenue obsolète ? Quoi qu'il arrive, que nous restions ou non dans l'OTAN, il faudra que la France revoie ses alliances. Assez du Qatar et de l'Arabie saoudite qui utilisent leurs pétrodollars pour racheter notre patrimoine d'un côté et financer l'islamisme rigoriste et assassin de l'autre. Plus près de nous, au sein même de l'actuelle Union européenne, nous pouvons espérer établir de saines coopérations avec nos voisins autrichiens, peut-être si nos alliés du FPO accèdent aux responsabilités, mais d'abord sans doute avec les membres du groupe de Visegrad qui défendent des positions très proches des nôtres, en particulier sur ce sujet essentiel qu'est la politique migratoire. Nous devons de toute façon privilégier les coopérations bilatérales, comme les accords de Lancaster House, signés avec le Royaume-Uni en novembre 2010, un peu plus de 10 ans après le sommet franco-britannique de Saint-Malo. Et puis il y a les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. L'Inde, la Chine et la Russie sont désormais de grandes puissances émergées qui, ensemble, défendent la vision d'un monde multipolaire fondé sur l'équilibre des puissances et des civilisations. Or, la Russie partage avec nous une évidente communauté à la fois de culture, en grande partie, et d'intérêts. Mais aussi en Asie centrale, la France a des cartes à jouer, par le biais notamment d'une diplomatie énergétique intelligente, une région vers laquelle se tournent aujourd'hui toutes les grandes puissances. Je pense au Turkménistan, qui possède 12% des réserves mondiales de gaz, ou au Kazakhstan, qui, en plus du pétrole et du gaz, détient, quant à lui, 12% des réserves mondiales d'uranium. Une entreprise comme Total pourrait et donc devrait travailler en symbiose avec l'État, comme Christophe de Margerie a tenté de le faire. Total a en effet des compétences techniques qu'il faut mieux valoriser et qui nous valent déjà de belles coopérations avec les Russes, par exemple. Je pense en particulier au projet Yamal. Pour cela, il faut réaffirmer notre volonté politique, une vision du monde portée par un État qui se veut stratège. Gouverner, c'est prévoir, et c'est vrai en particulier pour les alliances, partenariats ou autres coopérations de long terme que nous appelons de nos vœux. Ne soyons pas trop rigides dans nos orientations ou réorientations, soyons pragmatiques, c'est ce que les grandes puissances aujourd'hui font, faisons de la réelle politique, mais avec une idée, une volonté, un objectif, la grandeur et l'indépendance de la France. Pour cela, nous devrons nous donner les moyens de nos ambitions et donc redonner à nos armées des capacités à la hauteur de la mission de la France. Et parce que la volonté politique se traduit, se marque de choix budgétaires, oui, il faudra augmenter nos budgets de défense pour assurer notre indépendance et nous permettre d'être réellement des acteurs et non simplement des suiveurs ou des spectateurs d'un monde en pleine mutation. Chers amis, c'est justement parce que la France est un vieux et grand pays qu'il doit retrouver la place qui est la sienne dans le concert des nations, une place qui lui a assuré pendant des siècles le génie français, génie militaire et diplomatique, mais aussi industriel et culturel. Aussi puissante que puisse paraître l'OTAN, et encore aujourd'hui, on peut aussi la voir, je crois, comme un colosse aux pieds d'argile face au réveil des vieilles nations et civilisations. C'est qu'elle n'a pas, comme la France, l'assurance que donnent 15 siècles d'histoire. Je vous remercie. Alors après ces deux témoignages français, on va maintenant
donner la parole à notre ami John Logland, qui, je pense, partage avec nous, Français, lui qui est britannique, l'esprit des intérêts vitaux. Voilà, donc les Britanniques ont été courageux et lucides dans la sortie de l'Union européenne. Est-ce qu'ils le seront aussi par rapport à l'OTAN ? Il me semble, en tant que conservateur britannique et européen, que le très grand défaut de notre politique, de nos politiques nationales et de la politique européenne dans son ensemble est sa soumission à l'idéologie et le fait que le concept même d'intérêts vitaux ou autres soit totalement escamoté du débat politique. Nicolas Bay, vous avez parlé d'intérêts, des intérêts que poursuivent les Américains et les Russes. Eh bien, effectivement, en Europe, on a l'impression que nous faisons nos choix politiques non pas selon les intérêts, mais selon l'idéologie. Eh bien, cette idéologie, cette idéologisation de la vie politique est un très grand fléau. Un très grand fléau. C'est un fléau qui date principalement de la Révolution française. C'est d'ailleurs pour cela, précisément pour cette raison-là, que le grand philosophe britannique Edmund Burke a dénoncé la Révolution française. Il l'a dénoncé pour son aspect idéologique. Il a exprimé dans son grand essai « Les réflexions sur la Révolution en France » de 1790 son dégoût pour le côté abstrait de la Révolution française, pour son refus de la réalité organique de la vie politique et pour sa tendance à croire que les choix politiques se font selon les principes universels et abstraits, alors qu'en réalité, là encore vous l'avez dit Nicolas Bay, gouverner, c'est prévoir, c'est aussi faire des choix, c'est peser le pour et le contre. S'il s'agit de peser le pour et le contre et de compter les bénéfices et les pertes pour les uns et les autres, eh bien, il faut que les choses en question soient des choses réelles. La politique, c'est du réel. Il faut que la politique soit restée ancrée dans le réel. Ce n'est pas du tout, contrairement à ce que disent souvent avec mépris, n'est-ce pas, les idéologues européens, le résultat d'une mentalité d'une nation de boutiquiers dont je fais partie. Non, c'est au contraire, ce réalisme, c'est au contraire, s'inscrit dans une longue tradition très noble. C'est la tradition d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin. Ce sont les grands penseurs qui ont constitué la chrétienté. Au XIXe siècle, le grand ministre des Affaires étrangères britannique et ensuite Premier ministre Lord Palmerston a dit que les nations n'ont pas d'ennemis éternels ni d'amis éternels, seuls leurs intérêts sont éternels. Alors souvent on tourne cette citation en dérision en le prenant comme une énième preuve de la perfidie de l'Albion. Non, c'est au contraire une affirmation claire du réalisme en politique. Alors je tiens beaucoup à faire ces propos un peu philosophiques parce que cela me semble toucher du doigt le cœur du problème avec l'OTAN. Nous pouvons considérer, on peut considérer, la question a été évoquée par le colonel Hogarth, que pendant la guerre froide, l'OTAN protégeait les intérêts vitaux de ses pays membres. On peut le considérer. Je pense qu'avec le recul du temps, moi qui ai été farouchement atlantiste à l'époque, j'aurais peut-être maintenant aujourd'hui des doutes, notamment sur les vraies raisons de la création de l'OTAN et d'ailleurs aussi des institutions européennes qui sont, je vous le rappelle, cette création des institutions européennes intervient exactement au même moment, n'est-ce pas, que la création de l'OTAN. L'OTAN est créée le 4 avril 1949. Le Conseil de l'Europe, qui est la première institution européenne, est créé le 5 mai 1949, donc à peine un mois après. Et d'ailleurs, je le disais tout à l'heure à Jacques Hogarth, il ne faut jamais oublier, quand nous attendions sur le perron, vous avez l'immeuble Paul-Henri Spaak, ancien secrétaire général de l'OTAN d'un côté, et puis Altiero Spinelli, communiste, de l'autre. Je le rappelais pourquoi? Parce que quand les Américains, avec leurs alliés fédéralistes en Europe, ont repris la main sur la construction européenne en 1950, ils ont mis de côté l'héritage churchillien. Churchill, qui avait parrainé la création du Conseil de l'Europe, avait mis son gendre Duncan Sandys à la tête, à la présidence du mouvement européen. C'est Spaak qui l'a remplacé, et c'est avec Spaak que la construction fédéraliste de ce qui sera
l'Union européenne, dans un premier temps c'est la CECA, a été lancée. Cette construction fédéraliste qui, encore une fois, devait marginaliser la création churchillienne qui était le Conseil de l'Europe, devait être militarisée. Le plan Pleven intervient à peine quelques mois après l'annonce du plan Schuman. Donc l'idée de départ de l'Union européenne était d'avoir une structure fédérale et militarisée. Ce sont, pour faire court, des constructions de la guerre froide. Eh bien, ces réflexions sur l'intérêt en général, et puis les intérêts vitaux surtout, nous aident, je crois, à comprendre pourquoi il faut effectivement se débarrasser de l'OTAN. On peut encore une fois considérer que pendant la guerre froide, elle protégeait les intérêts vitaux. Je le pense beaucoup moins que je ne le pensais avant, mais on peut l'affirmer. Depuis la guerre froide, depuis la fin de la guerre froide, il n'est plus possible d'affirmer que l'OTAN défend les intérêts vitaux. Quand je dis cela, ce n'est pas de la polémique. Je me réfère tout simplement au texte de l'OTAN. Même avant l'effondrement de l'Union soviétique, le 25 décembre 1991, l'OTAN avait convoqué un sommet à Rome le 7 et le 9 novembre 1991. Et déjà dans ce premier, et ce sommet a accouché d'un nouveau concept stratégique, c'est-à-dire d'une nouvelle définition de la vocation et des tâches de l'OTAN. Et dans ce document, donc de novembre 1991, je rappelle un mois avant l'éclatement de l'Union soviétique, l'OTAN dit ceci: toute attaque armée contre les territoires des Alliés, de quelque direction qu'elle vienne, sera couverte par les articles 5 et 6 du traité de Washington, ce qui est normal. Articles 5 et 6 sont les articles de défense mutuelle. Cependant, continue le texte, la sécurité de l'Alliance doit aussi s'envisager dans un contexte global. Je souligne. Les intérêts de sécurité de l'Alliance peuvent être mis en cause par d'autres risques de caractère plus général, notamment la prolifération des armes de destruction massive, la rupture des approvisionnements en ressources vitales ou des actes de terrorisme et de sabotage. Alors cette référence à un contexte global qui est dans le document de novembre 1991 est tout sauf neutre, parce que c'est avec cette phrase-là que la porte a été ouverte à la première intervention militaire de l'OTAN, qui était celle de la Yougoslavie, la Bosnie, de 1992 à 1995. Ce n'est pas à ce public que je vais rappeler que c'était non seulement la première opération militaire de l'OTAN, mais comme par hasard, la première opération conduite out of area, c'est-à-dire en dehors de sa zone géographique. Mais le germe était déjà dans le fruit. Et puis, bien sûr, plus tard, donc quelques années plus tard, l'opération menée, Jacques Augar l'a déjà dit, contre la Yougoslavie en 1999. Cette guerre non provoquée de l'Alliance contre la Yougoslavie était non seulement une violation, mais flagrante du droit international, qui depuis 1945 est basé sur l'interdiction absolue de faire la guerre sans légitimation par le Conseil de sécurité. Cette guerre était non seulement une violation, elle était aussi un prétexte pour un élargissement encore plus grand de la vocation de l'OTAN. Car pendant que les bombes pleuvaient sur toute la Yougoslavie, pas seulement sur la Serbie, elles pleuvaient aussi sur le Monténégro et bien sûr aussi sur le Kosovo, eh bien, à Washington, un sommet de l'OTAN a accouché d'un deuxième nouveau concept stratégique. Et là, on était, avec Blair et Clinton au pouvoir, on était vraiment dans les fantasmes les plus poussés du mondialisme. Blair, d'ailleurs, 2 jours avant le sommet, le 22 avril 1999, a prononcé un discours à Chicago qu'il vaut vraiment relire, où il annonce l'arrivée d'un nouvel ordre mondial où les guerres ne seront plus menées pour les intérêts, précisément, ni pour le territoire, mais au contraire pour les valeurs universelles, n'est-ce pas? Donc cette guerre était censée accoucher d'un nouvel ordre mondial où les États ne seraient plus souverains, où les guerres seraient menées non pas pour les intérêts, mais pour les valeurs, et qui entraînerait effectivement l'effacement des États-nations et l'avènement d'un monde post-moderne. Le mot monde post-moderne ou l'État post-moderne a été utilisé à plusieurs reprises par un ancien fonctionnaire de cette institution, Robert Cooper, ancien bras droit de Madame Ashton.
qui était à l'époque, qui occupait à l'époque je ne sais plus quelle fonction, mais qui a souvent eu l'occasion d'insister sur cette idée de l'État postmoderne, dont les États européens seraient la plus parfaite manifestation. De même, un philosophe allemand, Ulrich Beck, a commencé à parler d'une guerre post-nationale. La guerre du Kosovo était censée être une guerre post-nationale, n'est-ce pas? Donc tout cela a été profondément pénétré d'idéologie post-nationale et mondialiste. Et tout cela est très clairement expliqué dans le document de 1999, donc le nouveau concept stratégique de l'OTAN. Je vais citer un paragraphe. Je cite « Des rivalités ethniques et religieuses ». Ce sont toutes les menaces qui planent sur l'OTAN. Des rivalités ethniques et religieuses, des litiges territoriaux, l'inadéquation ou l'échec des efforts de réforme. Donc même les réformes économiques peuvent aboutir à des guerres. Des violations des droits de l'homme, la dissolution des États peuvent conduire à une instabilité locale et même régionale. Les tensions qui en résulteraient pourraient déboucher sur des crises mettant en cause la stabilité euro-atlantique, engendrer des souffrances humaines et provoquer des conflits armés. De tels conflits pourraient affecter la sécurité de l'Alliance, etc., etc. Donc vous voyez bien que l'OTAN, avec ce document et avec sa guerre, est sorti totalement du cadre du réel. Avant, il y avait une tâche, un défi clair qui était celui de défendre l'intégrité territoriale de ses États membres, défense très compréhensible sur le plan réaliste. On passe de cela à quelque chose de totalement infini, littéralement infini. Pratiquement n'importe quoi peut être considéré, selon ce document, comme une menace à la paix. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'OTAN qui est coupable de cette dérive, mais c'est un autre sujet. J'insiste beaucoup sur ce point. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est très coupable aussi de la même dérive. Pratiquement tout aujourd'hui est considéré comme une menace à la paix et à la stabilité internationale par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Quand il y a, je crois, c'était il y a 2 ans, si j'ai bonne mémoire, le virus Ebola a commencé à se répandre en Afrique. Figurez-vous, le Conseil de sécurité a statué que cela représentait une menace contre la paix et la sécurité internationale. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Mais bon, en tout cas, c'est le cas de l'OTAN et c'est bien sûr le sujet d'aujourd'hui. Donc, on saute complètement le cadre du réalisme en politique pour s'aventurer sur des océans, n'est-ce pas, de l'universalisme. On peut rappeler aussi le fait qu'au même moment, en 1999, le secrétaire d'État adjoint des États-Unis a dit dans un discours prononcé à Bonn, donc en Allemagne, que l'OTAN ne devrait être soumise à aucune autre instance internationale. C'est important parce que, bien évidemment, avec cette affirmation, il voulait en quelque sorte affranchir l'OTAN même de la Charte des Nations Unies, qui est pourtant le socle du droit international. Eh bien, 20 ans donc, après la fin de la guerre froide, en 2010, l'OTAN s'est doté d'un 3e nouveau concept stratégique, il y en a tous les 10 ans, comme vous avez compris, où d'ailleurs, et vous pouvez le vérifier en faisant des recherches numériques, le concept même d'intérêt a quasiment disparu. Il n'y a plus aucune référence aux intérêts des États membres de l'OTAN. C'est un concept qui est parti dans les airs. Au contraire, c'est l'universalisme philosophique qui bat son plein dans ce document comme dans celui de 1999. D'ailleurs, l'OTAN dit, et là encore je cite, « Les valeurs et les objectifs que l'OTAN défend sont, je cite, universels et perpétuels. » Tout cela, ça relève de la pure idéologie. Ce n'est pas de la politique, ça, c'est de la pure idéologie. Et de même d'ailleurs, mais enfin c'est un peu plus banal, si vous allez sur le site de l'OTAN, vous voyez que cette organisation ne se décrit plus comme une organisation de défense de l'intégrité territoriale de ses pays membres, mais au contraire, je cite, comme une organisation de gestion de crise. Je voudrais terminer mes propos avec des remarques sur un autre registre.
Là, je me suis attardé, si vous voulez, sur l'aspect un peu philosophique. Mais il me semble, mais je le fais pour revenir à cette question des intérêts vitaux, qui est au cœur de mes propos. Ce que nous observons, et là, j'ai à l'esprit, il faut toujours garder à l'esprit cette belle citation de Lord Palmerston, pas d'ennemis éternels, pas d'amis éternels, il n'y a que des intérêts qui sont éternels. Ce que nous observons dernièrement avec l'OTAN, c'est le phénomène, mais cela est inévitable pour toute structure de ce genre, le phénomène des profiteurs. Je veux dire par là de ces États qui, sachant se protéger en permanence par cette structure qui se veut permanente par l'OTAN, eh bien, se permettent de faire cavalier seul et d'entreprendre des décisions politiques parfaitement téméraires. Je pense en particulier à la décision prise par la Turquie en novembre dernier d'abattre un chasseur russe au-dessus de la Syrie. Comme vous vous souvenez, la Turquie s'est tournée tout de suite vers l'OTAN. Elle a tout de suite, après avoir abattu l'avion, elle a ensuite présenté ses excuses plusieurs mois plus tard, mais au premier moment, dans les heures qui ont suivi cet événement, qui risquait de faire éclater un conflit armé entre la Russie et l'OTAN, ça mettait en danger les autres pays membres. Parce que si la Russie avait riposté, par définition, selon le traité, eh bien la France, les autres pays européens, auraient été en guerre contre la Russie. Donc, j'insiste beaucoup sur ce point, car cela montre, si vous voulez, tout comme au sein de l'Union européenne, les structures de l'Union européenne permettent aux pays membres de vivre sur le dos des autres. La Grèce exporte ses réfugiés en Europe centrale, l'Allemagne exporte ses produits dans tout le reste de l'Europe. Tout le monde vit en fait sur le dos des autres au sein de l'Union européenne. Et bien de même dans l'OTAN, la structure de l'OTAN, le côté éternel, si vous voulez, de l'OTAN, encourage, hélas, c'est très regrettable, des décisions irréfléchies et même dangereuses pour les autres pays membres. Voilà pourquoi je dis que non seulement l'OTAN ne garantit plus les intérêts vitaux comme elle a pu faire dans le passé, mais elle les met carrément en danger. Merci. Cher John, vraiment, toutes nos félicitations. C'est une remarquable intervention et je suis très heureux qu'elle soit filmée. Et je pense qu'elle fera date dans notre réflexion justement sur ce concept militaire de l'OTAN. Merci beaucoup. À propos du traité transatlantique, Obama a déclaré « c'est un OTAN économique ». Cher Slobodan, à toi revient la conclusion de notre matinée avec ta verbe et surtout avec tout ce que tu représentes comme histoire au sein même des Balkans. Voilà, merci encore d'être venu et on attend beaucoup justement de ton intervention pour réconforter un petit peu tous nos amis qui sont là-bas. Mais, merci Edouard. Je pense que je n'ai rien à dire. Je ne pense que j'ai rien à dire d'abord parce que, à la base, je suis éditeur. Nicolas Bay a fait la promotion d'un livre fondamental que j'ai publié, qui est le tout premier livre que j'ai publié en tant qu'éditeur indépendant, aux éditions Xenia, le livre de Jürgen Elsässer, « Comment le djihad est arrivé en Europe ». Il suffit de l'ouvrir, de lire les 300 pages, de lire en particulier les notes et la bibliographie pour se rendre compte que nous sommes dans un théâtre. Nous ne sommes pas ici dans un parlement, nous sommes dans un théâtre. Il y a des gens qui jouent des rôles, des gens qui les applaudissent, des gens qui encaissent des billets. Donc, dans le cadre de ce théâtre, évidemment, il y a la question du comment la scène est montée, comment les effets spéciaux sont réalisés, comment se disposent les acteurs, quelles sont les répliques qu'ils vont échanger. Mais il ne faut pas oublier un seul instant qu'il s'agit de théâtre. Lorsque j'avais préparé des choses, mais j'étais certain qu'en parlant l'an dernier, beaucoup des thèmes que j'avais prévu d'aborder l'auraient été avant moi par des intervenants qui sont beaucoup plus compétents que moi pour parler de questions militaires, de questions politiques, de questions économiques. Donc revenons à l'aspect de la mise en scène. Lorsque j'ai lu le livre de Jürgen Elsässer, je reviens là-dessus parce que c'est une très bonne accroche.
en version allemande, je me suis dit, est-il possible qu'aucun éditeur français, la France avait déjà des problèmes avec des cellules islamistes, comment se fait-il qu'aucun grand éditeur français n'ait pris ce livre pour le traduire? J'en ai parlé avec des collègues, des confrères. Oh ben non, ça n'intéresse personne, ou bien, enfin, ils avaient peur. Puis ensuite, nous l'avons traduit. Et puis, j'ai demandé à Jean-Pierre Chevènement s'il pouvait faire une préface. Il se trouve que Chevènement l'avait lu, lui aussi, et qu'il avait le même étonnement que moi. Comment est-il possible qu'on n'informe pas les gens de la nature de ce phénomène nouveau pour l'Europe, qu'est le terrorisme islamique? Sans les services de renseignement britanniques, mais surtout américains et allemands, il n'y aurait pas de terrorisme islamique en Europe. C'est grosso modo ce qui explique très clairement ce livre. Pourquoi y en a-t-il? Ici, nous avons une illustration. C'est parce qu'il faut absolument que nous ayons le sentiment de la menace. Comment nous gouverner si nous n'avons pas peur? Comment peut-on gouverner les gens si ils n'ont pas plaisir à être gouvernés ou s'ils n'ont pas peur, une peur à exorciser? Donc, lorsque nous avons vu disparaître la menace de l'Empire soviétique, je pense que nous avons tous ressenti un immense soulagement. Et il me souvient que lorsque j'avais vu des documentaires, je n'y étais pas allé encore sur le rideau de fer, mais j'avais vu des documentaires montrant ces points de passage, comme Checkpoint Charlie, où quelquefois des Allemands de l'Est essayaient de passer par les grilles, se faisaient abattre, des gens peuvent passer par des tunnels, et qu'ils étaient accueillis en territoire occidental, au premier pas, c'était comme si leur vie était sauvée, c'est comme s'ils atteignaient le paradis. Eh bien, quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion de voir le musée de Checkpoint Charlie, qui se trouve justement à Berlin, de voir ces stratagèmes invraisemblables que des gens ordinaires, mais héroïques, en Allemagne de l'Est ou ailleurs, avaient inventés pour passer à l'Ouest. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire ce que l'Europe et l'OTAN, puisque, on l'a bien vu ici, il y a quasiment un jumelage entre la construction européenne et la construction de l'OTAN, représentaient pour les gens d'Europe de l'Est à l'époque, y compris pour moi, qui suis né en ex-Yougoslavie. Et puis, quelques années plus tard, cette fameuse affiche que j'ai achetée à Berlin qui vous avertissait, vous quittez le territoire américain, le secteur américain, vous quittez, you are leaving the American sector. Eh bien, j'ai acheté cette affiche et je l'ai placardée sur la porte de mes toilettes à l'intérieur. Vous imaginez le changement en quelques années? Vous imaginez la déception? Vous imaginez la part de sentiments vrais dont les gens se sont départis et amputés en Europe de l'Est pour la remplacer par des sentiments entièrement faux, fabriqués, théâtraux, comme ceux de défense des valeurs, lutte contre le terrorisme, résistance à la menace russe qui n'existe pas. Je veux dire, ce à quoi on a assisté est un phénomène que connaît la nature, la vie biologique, et qui, dans le domaine de notre vie politique, publique, a été également décrit, dont l'équivalent a été décrit. C'est un phénomène de parasitage. Il existe par exemple un champignon tout à fait terrifiant qui s'insinue dans les insectes, par exemple dans les fourmis, et qui en fait les outils de sa propre reproduction, qui commande les réactions neurologiques de la pauvre bête. Par exemple, la fourmi, qui est infestée par ce champignon, tout d'un coup a envie de monter sur des branches, alors que la fourmi n'a rien à faire sur les branches des arbres. Et au moment où elle monte sur cette branche, le champignon lui fait éclater la tête, il en sort et se propage ses spores grâce au fait que la fourmi est allée à un endroit où il y a du vent. Il existe un ver qui s'installe dans les sauterelles
et qui, lorsqu'il est arrivé à maturité, oblige la sauterelle à sauter dans de l'eau. Pour une sauterelle qui ne sait pas nager, c'est le suicide, mais pour le ver, c'est la libération et le retour à son cycle naturel. C'est exactement ce que l'Europe est en train de vivre. Très exactement cela. Le jeune historien suisse Daniel Ganser, que je regrette de n'avoir pas publié également, a écrit un livre qui est en fait le résumé de sa thèse de doctorat. Miraculeusement, ce monsieur est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Bâle aujourd'hui, a écrit un livre qui s'intitule « Les armées secrètes de l'OTAN ». Il a montré que durant la période de la guerre froide, les structures de sécurité de tous les pays européens, y compris de la Suisse qui n'est pas membre de l'OTAN, de tous les pays d'Europe de l'Ouest, avaient été doublées par des structures de sécurité clandestines, organisées par les Américains, ce qu'on appelait les réseaux stay behind, rester derrière les lignes, dont la justification était évidemment l'imminence d'une invasion soviétique sur tout le territoire de l'Europe. Par la suite, les historiens se sont posé la question et ont répondu de manière plutôt défavorable à cette question de savoir si l'Union soviétique avait d'une part les moyens, d'autre part l'intention de conquérir toute l'Europe jusqu'au Finistère et au Portugal. C'est probablement que non. Mais les Américains avaient prévu ces structures. Ces structures n'ont pas été simplement dormantes, elles ont été essentiellement dormantes, mais elles ont aussi, à certains moments cruciaux, été activées. On soupçonne notamment qu'elles sont derrière les troubles graves qu'a connus l'Italie avec le terrorisme, l'attentat de la gare de Bologne et autres. Il est hautement probable, mais je ne peux pas le prouver, je ne suis pas enquêteur ni historien, mais je regarde les choses, je les observe. Il est hautement probable qu'il existe un doublement des structures civiles en plus des structures de sécurité. C'est-à-dire que vous croyez avoir affaire à des gouvernements que vous élisez et qui vous représentent, vous avez affaire à des pantins. Vous avez affaire tout simplement à des figurants dont le processus de sélection est un processus analogue au casting d'un film ou d'une pièce de théâtre, et qui, dans une ultime étape, se voit légitimé et sanctionné par un vote populaire soigneusement orienté. Mais ce sont des figurants. Leur rôle, par exemple, dans la défense des intérêts des nations qui les ont élus, est nul. Je vous prends un exemple. L'exemple le plus extrême, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'en ai une profusion, mais je prends celui qui est le plus dramatique. Les États-Unis viennent d'installer, donc comme l'a rappelé le colonel Hogar, viennent d'installer un dispositif antimissile sur le territoire de la Roumanie. Il se trouve que l'opinion publique roumaine, grâce à l'action inlassable de ses élites politiques, et à l'action inlassable en particulier de son système médiatique, est plutôt pro-OTAN, favorable à l'OTAN, comme elle a été d'ailleurs favorable à l'Axe à l'époque, puisque c'était la puissance du moment. Or, pour ceux qui connaissent la doctrine de la dissuasion nucléaire, qui du reste a été formulée de la manière la plus complète par le théoricien français de la dissuasion nucléaire, qui était le général Gallois, dans son ouvrage sur la géopolitique, quiconque connaît la théorie, le b.a.-ba de la dissuasion nucléaire, sait qu'aucune puissance ne peut prêter son dispositif nucléaire à quelqu'un d'autre, ni ne peut accueillir un élément du dispositif nucléaire d'autrui sur son propre territoire. Pourquoi ? Pour une raison bien simple, c'est qu'elle sera détruite. Ce pays sera détruit. Si la tension monte jusqu'à des risques de conflit nucléaire entre l'Union soviétique, entre la Russie et les États-Unis, comme cela peut arriver vu l'agitation belliciste dont font preuve les élites américaines, et en particulier celles qui sont autour de Mme Clinton, si cette tension monte jusqu'à des risques de conflit nucléaire, d'échanges de missiles nucléaires, la première chose que la Russie non pas peut faire, ni ne veut faire, mais doit faire, c'est de détruire complètement la Roumanie. Parce qu'elle
elle entrave son appareil de dissuasion. En revanche, les États-Unis ne bougeront pas le petit doigt pour venger la destruction complète de la Roumanie. Parce qu'ils s'exposent eux-mêmes, à ce moment-là, à l'apocalypse nucléaire. Donc, la Roumanie, ses élites, ont mis gratuitement à disposition leur existence même à l'OTAN. Ce sont des fourmis habitées par un champignon. Personne ne réfléchit à ces choses-là. Personne ne réfléchit, dans un domaine qui est beaucoup moins dramatique, personne ne réfléchit au fait, par exemple, que lorsque l'OTAN est intervenue en ex-Yougoslavie, tous les cadres et les règles du droit pénal, du droit international, ont été fracassés. Sous l'influence des pays les plus puissants de l'Alliance Atlantique, on a, par exemple, pour la première fois en droit international, légitimé des sécessions, les sécessions de la Croatie et de la Slovénie, par rapport aux intérêts de l'État existant. Le droit international était clair, les sécessions n'ont jamais raison par rapport à un État internationalement reconnu. C'était l'inverse. Il y a eu une commission, du reste, présidée par un juriste français, M. Badinter, qui a donné raison aux sécessionnistes. Ensuite, l'OTAN, en 1999, je saute bien des étapes, on pourrait en parler des heures durant, a attaqué, évidemment, sans déclaration de guerre et sans raison, la Serbie qui ne la menaçait pas, pour, soi-disant, des atteintes aux droits de l'homme au Kosovo, c'est-à-dire pour le fait que la police et l'armée serbe combattaient un mouvement terroriste au Kosovo. Elle a attaqué, dans un rapport de force de 800 contre 1, un pays, elle a bombardé pendant 78 jours, je vous le rappelle, donc du 24 mars au 12 juin 1999, au 4 juin, hein, c'était le 12, c'est les accords de Kumanovo. Kumanovo, voilà. Donc, a bombardé pendant tout le printemps, à tel point d'ailleurs que même les routes des oiseaux migrateurs qui passaient par l'est de l'Europe ont été détournées, vu l'agitation aérienne qui s'était mise en place. Pratiquement les infrastructures civiles de la Serbie ont été touchées ou détruites, notamment les raffineries et les stocks de pétrole, causant des pollutions gravissimes. Et ceci était fait de manière délibérée, c'est-à-dire que des généraux de l'OTAN disaient « nous allons les ramener à l'âge de pierre ». Ils ne se sont pas du tout préoccupés d'attaquer l'armée serbe. Il y a eu, sauf erreur, 120 soldats morts et 12 blindés détruits. En 70 jours, c'est quand même pas militairement un résultat très, très lumineux. Eh bien, lorsque la Serbie, par après, a dénoncé ces crimes de guerre avérés au tribunal pénal international qui avait été institué pour juger les crimes de guerre dans l'ex-Yougoslavie, eh bien, il a refusé de statuer. Ce tribunal avait une juridiction, avait des prérogatives et une juridiction territoriale, c'est-à-dire de juger les crimes de guerre qui se passaient sur le territoire de ce qui avait été la Yougoslavie. Mais les Français, par exemple, ont participé à ces crimes de guerre, ne serait-ce qu'en fournissant une couverture aérienne. Toutes les forces armées de l'Union européenne ont participé à ce crime de guerre. Eh bien, le TPI de La Haye a refusé de juger, de prendre en compte même ces crimes, montrant par là que sa juridiction n'était pas territoriale, mais ethnique ou politique, idéologique. Donc, tout ceci nous situe. Moi, ça fait quand même 25 ans que je m'occupe de tout cela, et je pense que lorsqu'on voit l'ampleur que prend cette idéologie, ce n'est même plus la peine d'étudier ces modalités d'application. On sait très bien comment le mécanisme se passe. Ce qui est intéressant, c'est de constater que nous, ici en Europe, sommes devenus les porteurs d'un parasite. Nous n'avons plus d'élite politique, intellectuelle, morale, qui se préoccupe de nous. Nous avons des élites qui se préoccupent d'obéir à autrui. Et c'est ça qui, à mon avis, est beaucoup plus grave, est le plus grave. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui un continent de zombies. Et pour conclure, c'est partout. Hein. Moi, je vois en Serbie, il y a des amis ici, par exemple, qui pensent qu'on pourrait travailler avec le gouvernement actuel en Serbie. Le gouvernement actuel en Serbie est un zombie typique, c'est-à-dire qu'il vient de l'ultranationalisme et devient une marionnette avec de très grosses ficelles.
qui fait exactement ce que les maîtres lui disent. Touchez pas à ça, mes amis. Touchez pas à ça. Touchez plutôt à une autre chose. Lorsque la Russie a entamé le chemin de sa remontée des bas-fonds, elle ne le savait même pas. En 1999, lorsque Yeltsin a nommé Premier ministre un très jeune flic du FSB, M. Poutine, le premier geste, la première manifestation de comment dirais-je, de la reprise du pouvoir en Russie réelle qu'a mise en place Poutine, ça a été d'aller au Daghestan. Au Daghestan, il y avait une guerre. Ça, c'est de la vraie musique. Oui. Il y avait une guerre islamiste, une guérilla islamiste qui, selon le ministre de l'Intérieur démissionnaire précédent, menaçait de détacher cette république de la Russie. Donc la situation était très grave. Poutine est allé là-bas. On le voit, il y a un reportage remarquable qui a été fait là-dessus. C'était sa première manifestation, sa première apparition parmi les militaires. Il est allé à l'état-major des forces russes au Daghestan et il a dit, il a levé son verre, comme on le fait chez les Russes, il a dit, nous allons boire à la santé de ceux qui combattent pour notre pays ici et à la mémoire de ceux qui sont morts dans ce combat. Alors tout le monde a levé son verre et à ce moment-là, Poutine a levé le bras et il a dit non, on va le boire lorsque cette situation aura été réglée. Maintenant, nous allons reposer nos verres, nous allons manger un morceau et aller travailler. Et nous nous donnons 2 semaines pour résoudre la crise du Daghestan. En 2 semaines, le Daghestan était nettoyé de ses terroristes. Et Poutine est revenu boire son verre. Ici, on a une irruption incroyable de 2 choses qui manquent totalement en Europe de l'Ouest, à savoir le sens du geste symbolique et 2, la volonté d'agir pour soi. Ça n'existe pas. Je ne vois pas de manifestation de volonté de se défendre ici en Europe de l'Ouest. Ni même dans mon pays d'origine d'ailleurs. Ça n'existe pas. Donc, revenir à un principe de réalité, identifier l'idéologie là où elle se trouve, regarder la réalité en face, appeler les choses ce qu'elles sont. Par exemple, évaluer le poids. C'est quelque chose de très scandaleux ce que je vais dire. Je pense que beaucoup seront choqués. Mais évaluer l'impact réel du terrorisme en termes de vie humaine, en termes de destruction sur nos sociétés, c'est-à-dire sur ce continent de 500 millions d'habitants, et le mettre en rapport avec d'autres phénomènes, avec d'autres menaces, comme par exemple la circulation routière, ce serait une manière de mettre ce problème-là là où il est. C'est-à-dire, c'est un phénomène de basse police et non pas un phénomène qui dicte une politique internationale. C'est de la basse police, mais la basse police, on ne la pratique pas. Je vous donne un exemple, après j'arrête. C'est un exemple de mon pays où je vote, la Suisse. La Suisse vient de se doter d'une loi sur le renseignement, le week-end dernier, adoptée par référendum à une large majorité. J'ai fait partie, avec la gauche et l'extrême gauche, des gens qui se sont violemment opposés, qui se sont fermement opposés à l'adoption de cette loi. Pourquoi ? Parce que c'est une loi qui, dans les circonstances actuelles en Europe de l'Ouest, ne sert qu'à fliquer ses propres habitants. Qu'est-ce qui s'est produit au lendemain de l'adoption de cette loi ? L'Union islamique de Suisse s'est rassemblée en réunion pour expliquer à ses adhérents et à la communauté musulmane comment contourner cette loi et se protéger contre la surveillance. En bonne logique et en bonne gouvernance, un État qui a vendu cette loi, laquelle coûte, entre parenthèses, 50 millions de francs suisses par an de logiciels achetés aux Américains, mais ça, c'est une parenthèse. L'État qui a vendu à sa population cette loi pour, au premier chef, la protéger contre le réseautage et le terrorisme islamique, qui pour l'instant n'a jamais frappé la Suisse. Ce gouvernement, en bonne gouvernance, aurait dû arrêter ces gens et les expulser de Suisse. Il n'en a rien fait.
théâtre d'ombre. Merci beaucoup. Bon, chers amis, j'espère que vous avez apprécié la qualité de ces interventions. Je remercie une nouvelle fois vraiment nos intervenants qui ont vraiment permis justement d'élever ce débat et d'aller à l'essentiel de notre discussion. Alors moi, la première question que je voudrais poser au colonel Hogar, c'est en 1999, les avions de chasse français sous pavillon de l'OTAN ont bombardé Belgrade. Et d'ailleurs, en signe de deuil, les Serbes ont placé un voile noir sur le monument symbolisant l'amitié franco-serbe issue de la Première Guerre mondiale, en face de l'ambassade de France à Belgrade. Ils ont mis un voile noir sur ce monument pour symboliser leur tristesse de voir que la France n'avait pas honoré justement cette amitié avec les Serbes. Alors, colonel Hogar, en 1999, si Vladimir Poutine avait été président de la Russie, est-ce que l'OTAN aurait frappé Belgrade? C'est une très bonne question, pas forcément facile, parce que je rappelle qu'en 1999, quand il y a eu cette affaire du Kosovo, moi j'étais encore sur le territoire macédonien quand la brigade russe de Bosnie, on a ici un représentant de la Republika Srpska, que je salue, quand la brigade russe de Bosnie s'est déployée en une nuit sur l'aéroport de Pristina, qu'elle a investi, c'était un espèce de pied de nez à la fois magnifique comme geste. Moi, j'avais une bouteille de champagne dans ma musette que j'ai débouchée avec mes officiers. Côté macédonien, on était en veille sur ce qui allait se passer pour fêter ce geste épique, magnifique, mais sans aucun lendemain, hélas. Alors, la Russie était à ce moment-là au plus bas du trou dans lequel elle était tombée suite à l'effondrement de l'Union soviétique, et elle n'était pas encore redevenue la grande Russie qu'elle est en train de redevenir sous nos yeux aujourd'hui, comme on l'a évoqué, en particulier à la faveur des événements en Syrie depuis maintenant 1 an et demi. Mais je pense que si le président Poutine, moi je crois vraiment aux grands hommes, je crois aux hommes d'État. Je ne suis pas un poutinolâtre, mais je pense que dans l'histoire de ce début du XXIe siècle, ce qui nous manque le plus en Occident, ce qui nous manque le plus aujourd'hui cruellement en France depuis 50 ans, c'est précisément un homme d'État ou une femme d'État. Suivez mon regard. Et donc, effectivement, Poutine, je pense, est un grand homme d'État, et je pense qu'il aurait été aux affaires dans les conditions dans lesquelles il est aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas refaire l'histoire. Je pense qu'effectivement, probablement, le Kosovo ne se serait pas passé de cette manière. Voilà. Gilles Le Breton, oui, qui est agrégé de droit public et député au Parlement européen. J'aimerais poser une question alors assez précise au colonel Hogar, qui a évoqué, mais rapidement, il n'avait pas le temps, la Mauritanie. Et vous avez dit que suite à l'opération, l'intervention en Libye, plusieurs États ont été déstabilisés. Donc, pour certains, comme le Mali, c'est bien connu. Mais vous avez aussi, je crois, évoqué la Mauritanie. Et ça m'étonne, moi, parce que... Alors, évidemment, je n'y suis pas retourné depuis plusieurs années. Mais j'ai vu récemment l'ambassadeur de Mauritanie à Bruxelles qui se vantait justement du fait que son État... tenait le choc justement contre cette déstabilisation, et il m'a notamment indiqué que par 2 reprises son État a poursuivi AQMI jusque dans le territoire du Mali pour exterminer d'ailleurs, semble-t-il, les colonnes d'AQMI qui avaient tenté une incursion. Donc je vous pose la question, puisque vous semblez avoir des renseignements que je n'ai pas, est-ce que vous pensez que la Mauritanie est véritablement déstabilisée ? Alors, tous les renseignements qui vous ont été donnés sont exacts. Et effectivement, je dirais que la Mauritanie a été le bon élève, entre guillemets, de la lutte contre l'islamisme terroriste et mafieux, parce que tout est lié, jusqu'il y a 1 an ou 2. La France, en particulier, a joué un rôle peu connu, mais le commandement des opérations spéciales a déployé à Attar, au plein centre de Mauritanie, un centre de formation des forces spéciales mauritaniennes qui ont atteint rapidement un très bon niveau. Donc ça, c'est vrai. Mais je pense que le pays est en train... Alors, Slobodan parlait tout à l'heure de théâtre.
Et je pense qu'on là aussi, on est un peu dans un théâtre. Et il y a ce qu'on met en façade et la réalité des faits. Et je pense que ce pays aujourd'hui doit être l'objet d'une grande vigilance, parce qu'il me semble que les bonnes dispositions mauritaniennes initiales, je pense en particulier au général Aziz et puis à son chef d'état-major, le général Razouani, qui étaient celles des premières années de son premier et puis de son deuxième mandat, sont en train de s'estomper aujourd'hui au profit de notions plus mercantilistes, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc je pense que le pays est aujourd'hui une cible. Il l'a toujours été. Hein, c'était au départ le rêve d'ailleurs de l'émirat islamique de Mauritanie. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un véritable danger de déstabilisation de ce pays. Je pense que les islamistes sont fortement au travail en Mauritanie aujourd'hui. Et je pense qu'il faut se garder de discours trop trompeurs et trop rassurants. Voilà, malheureusement. Oui, bonjour. Thibaut Gibelin, je suis sans Jean-François Jalc. J'aurais une observation et une question à partir de l'analogie que fait Slobodan Despot de ce corps sain habité par un virus qui le pervertit complètement. Sur la manipulation qui est faite des élites européennes aujourd'hui, il y a un point qui est particulièrement tragique, c'est la vague migratoire imposée, à laquelle on consent et à laquelle on n'oppose pas de réponse réelle, sauf, il faut le dire, le gouvernement hongrois. Et notamment, pour parler de personnes, d'individus autour duquel s'articulent des réponses politiques, c'est le Premier ministre Viktor Orban. Il est aujourd'hui en rupture ouverte avec Bruxelles. La première preuve, c'est qu'il a sollicité son peuple pour un référendum dimanche 2 octobre. Et comment dire, cette opposition, elle devient de plus en plus visible. Je me demandais si les choses n'étaient pas plus complexes dans la compromission des élites européennes, puisque Viktor Orban, c'est un chef d'État à la tête d'un pays enclavé de 10 millions d'habitants, complètement possédé par les capitaux allemands depuis 25 ans. Donc il n'a pas une marge de manœuvre très large. Pour autant, sur un point vital qui est la substance de son peuple, il ne fait pas de concessions. Et la question sur laquelle je voudrais entendre votre réponse, c'est est-ce que cette question migratoire et cette opposition irréductible du gouvernement hongrois est un abcès de fixation qui permettra de ramener un large consensus européen contre les élites anti-européennes de fait. Voilà. Je peux dire deux choses. De un, la jalousie identitaire hongroise est bien connue. Bien. Par rapport au peuple de leur voisinage balkanique, on sait très bien, c'est traditionnel, les Hongrois sont très... D'abord, ils ont une langue qui ne ressemble à aucune autre, ils ont une culture qui est la leur, ils ont des origines ethniques qui sont très spécifiques, une parenté avec les Finnois, comme vous le savez, et ils ont toujours eu une politique de fermeture au point de vue de l'identité. C'est-à-dire, par exemple, qu'en Roumanie ou en Serbie voisine, vous avez des États qui sont très largement, comment dirais-je, multiethniques. La Hongrie ne l'est pas tant que ça. Elle ne laisse pas autant, par exemple, de droits à ces minorités que le fait la Roumanie. Ça, c'est le phénomène local. Le phénomène plus général, c'est que l'on voit que face à cette question de la migration, il y a un fossé très net entre les pays de l'ex-bloc soviétique, qui sont aujourd'hui en Union européenne, et les pays qui sont occidentaux. Pourquoi ? Parce que, comme l'a dit Vladimir Bukovski, l'écrivain russe, dissident, ces gens-là ont vécu dans votre avenir et ils ont vu que ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'ils ont l'expérience de ce qu'est l'idéologie. Dans Solzhenitsyn, je vous donne un exemple. Dans Solzhenitsyn, il y a une scène extraordinairement burlesque d'une réunion d'une cellule du Parti communiste dans les années 30 dans une ville industrielle. Donc c'est une petite ville industrielle où il y a tous les dirigeants. On peut imaginer, on peut très facilement transposer ça ici.
le secrétaire du parti tient un discours sur les grands succès, évidemment maquillés, de l'économie soviétique, et puis il finit par un vibrant éloge du camarade Staline. À ce moment-là, à la mention du camarade Staline, tout le monde se lève et se met à applaudir. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas comment arrêter l'applaudissement. Et donc, tout le monde applaudit. Au bout de 9 minutes, dit Solzhenitsyn, les vieux, les décorés de la Première Guerre mondiale qui n'arrivent pas à tenir debout, ils tombent, on les emporte. Il y a des gens qui commencent au bout de 10, 11, 12 minutes à faiblir, mais personne n'ose se rasseoir. Et finalement, c'est le directeur de l'usine locale, qui est d'ailleurs, semble-t-il, le seul type vraiment méritoire qui fait tourner l'économie de la région. Il se dit, bon, bah, ça suffit, maintenant on s'assied, hein, c'est bon. Et l'instant d'après, dans la seconde qui suit, tout le monde est assis et l'applaudissement a cessé. Mais le type a pris pour 20 ans de bagne. C'est exactement comme ça que fonctionne la société européenne. C'est-à-dire qu'on applaudit des choses dont on sait tout le monde sait très bien qu'elles ne riment à rien. Mais on est obligé de les applaudir et le premier qui se rassied va aller au bagne. C'est la même chose. Nous vivons sous l'empire de l'idéologie dont ces pays-là sont sortis. Donc eux sont encore ancrés en partie dans un principe de réalité, alors que l'Europe doit seulement maintenant, l'Europe de l'Ouest, faire ce chemin. Antoine. Oui, bonjour. Antoine Méliès, assistant parlementaire de Steve Briouat. Dans le prolongement de la question qui a été posée par Thibault, et ça s'adresse à vous tous, je voudrais savoir justement sur cette question migratoire qui, on l'a vu puisqu'on parle de la Hongrie, mais on voit également que l'ensemble des pays de l'Est au sein de l'Union européenne contestent désormais de plus en plus une union qu'ils ont chérie parce que, bien sûr, ils ont été les premiers bénéficiaires des fonds européens qui ont permis notamment de reconstruire leur pays après le bloc soviétique. Je pense à la Pologne notamment, mais également à la Slovaquie. Est-ce que justement, c'est pas l'occasion, puisqu'on remarque que la Russie développe aussi des stratégies de soft power, entre guillemets, pour justement contrecarrer le soft power américain. Est-ce que c'est pas l'occasion, et je m'adresse aussi à celui qui est responsable des Français de l'étranger en Scandinavie, est-ce que c'est pas l'occasion aussi pour la Russie peut-être de mieux travailler avec ces fameux pays de l'Est qui expriment une défiance particulièrement forte à leur égard sur la question civilisationnelle, sur la question migratoire et sur aussi l'aversion qu'expriment maintenant de plus en plus de pays de l'Est à l'encontre de l'Union européenne lorsqu'ils s'opposent sur des questions sociétales, mais aussi sur l'organisation propre de leur système constitutionnel. Je pense à la Pologne qui a été quand même traitée de manière hallucinante par la Commission européenne. Voilà. Je pense plusieurs choses. Je pense que la crise migratoire fait partie de l'idéologie européenne. Je veux dire par là que il ne s'agit pas que des Américains. Les Américains, certes, exercent une influence néfaste dans le monde. De ça, je suis convaincu. Mais on ne peut pas leur mettre sur le dos tous les malheurs du monde. Je pense qu'au contraire, la crise migratoire est voulue par les élites européennes. Je pense en particulier au président de la République fédérale allemande, qui a dit que la crise migratoire aiderait l'Europe à se débarrasser, aiderait l'Allemagne à se débarrasser de l'idée que l'Allemagne, ça veut dire blanc et chrétien. Voilà. Donc je pense que c'est une énième façon de défaire les nations. Il y a des moyens de se défendre contre des invasions migratoires, y compris militaires. Mais même évoquer la possibilité de celle-ci, on franchit un tabou en Europe. Tout à fait. Question ? Soraya. Merci Edouard. Donc Soraya Lemaire, assistante de Sylvie Godine. En fait, j'ai deux observations et une question. La première observation, c'est que si je reprends un peu le modèle économique, notamment d'influence des Américains, alimentation, pharmacie, énergie, armement, enfin moi je rajouterais l'énergie, c'est que en fait, ce sont des éléments piliers de la souveraineté d'un État et à partir du moment où un État, s'il n'est pas autonome sur un de ces 4 points, bah, effectivement, il a beaucoup plus de mal à être indépendant et à prendre des décisions sur la scène internationale. La deuxième observation, c'est pour revenir à ce que disait Slobodan, c'est sur la désignation de l'ennemi. Et on n'est pas à l'abri, demain, si en France ou dans un pays ami, certains de nos alliés prennent le pouvoir, d'être à notre tour un ennemi désigné. Et à partir du moment où on est l'ennemi désigné, on devient un ennemi même si on n'a rien fait et dans notre comportement aussi on doit s'y adapter. Et enfin, ma question
pour revenir sur l'OTAN, si on considère que le mode de fonctionnement, c'est l'unanimité, est-ce que la France n'a pas intérêt, pour ses propres intérêts et aussi pour ceux des autres, mais d'abord pour ses propres intérêts, à rester membre de l'OTAN et à garder ce fonctionnement à l'unanimité pour en fait créer de l'inertie à partir du moment où ce serions nous qui aurions le pouvoir, évidemment, ça va de soi, pour créer de l'inertie et réduire la capacité de nuisance de cet outil qui ne sert qu'à ça en fait. Moi, je crois que le vrai problème, c'est un problème de souveraineté nationale et d'indépendance. Donc ça, c'est le problème, si on élève un peu le débat, qui demeure. Donc aujourd'hui, l'OTAN, pour la France, est un obstacle au plein exercice de son indépendance et sa souveraineté nationale. Voilà pourquoi, indépendamment des questions tactiques qui peuvent se poser, d'un maintien ou d'un retrait progressif dans des conditions qui restent complètement à définir, je pense qu'à terme, il est évident que nous n'avons pas d'autre solution que de sortir de l'OTAN, car l'OTAN ne correspond plus à la situation d'aujourd'hui et qu'il faut inventer quelque chose d'autre. Et moi, je tiens beaucoup à une définition des intérêts européens qui part de l'Atlantique à l'Oural. L'idée n'est pas nouvelle, mais je pense qu'elle est parfaitement réelle et exacte. On a parlé de beaucoup de difficultés, en particulier la position de la Pologne et des pays baltes vis-à-vis de la Russie, qui sont traumatisés par ce qui s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, je pense qu'on voit aussi des liens étonnants se nouer entre la Hongrie d'Orban, qu'on a évoqué, et la Russie. Je peux en parler parce que je connais bien la Hongrie et je connais bien l'entourage de Viktor Orban. Donc je pense qu'il y a des mouvements qui sont en train de se produire parce que ma conviction à moi, c'est que nous avons un socle qui est une identité très forte en Europe, qui est nos racines chrétiennes, qu'il ne faut pas avoir peur d'affirmer, et qui font le lien entre tout ça, à un moment donné. Et c'est vers ça qu'il faut travailler, à mon avis. Voilà.